Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette vidéo est destinée aux élèves de la troisième année du parcours international collégial, matière sciences de la vie et de la terre. Donc on va étudier ensemble le chapitre 3 du deuxième unité qui s'intéresse à l'immunologie. Donc dans cette première séquence, on va parler des micro-organismes, al-kainat al-mijhariya. Avant de commencer, je tiens à vous donner quelques consignes. Alors, travaillez sérieusement chez vous à la maison. Ne commencez à voir la vidéo que lorsque vous serez prêt. Et vous pouvez arrêter la vidéo à n'importe quel moment pour répondre aux questions sur vos cahiers de recherche ou pour écrire ou éventuellement pour revoir l'explication. Sur la dernière partie de la vidéo, vous trouverez ce que vous devez écrire sur vos cahiers de cours. Si vous avez des questions, vous les notez dans vos commentaires et je vais y répondre dès que sera possible. On va commencer par l'introduction. Donc, comme vous le savez, on vit actuellement un moment difficile dû à la propagation d'une pandémie mondiale causée par un virus qu'on appelle Covid-19 et qui provoque des problèmes au niveau du système respiratoire. Certaines personnes guérissent, d'autres non. Covid-19, donc cette abréviation, le CO, c'est pour Corona, tout simplement parce que ce virus, quand on l'observe au microscope, il a des molécules protéiques à sa surface qui ressemblent à une couronne. C'est pourquoi on lui a donné ce mot Corona. VI, c'est pour virus. Le D, c'est pour disease. Disease, c'est un mot anglais qui signifie maladie. Et 19, c'est pour 2019, parce que tout simplement, ce virus est apparu en Chine en décembre 2019. On va présenter trois questions qu'on va essayer de résoudre dans ce chapitre. La première, quels sont les types et les caractéristiques des micro-organismes? La deuxième, comment le système immunitaire lutte-t-il contre les micro-organismes pathogènes? Pathogènes, ça veut dire les micro-organismes qui causent des maladies. On va voir ça après. Troisième question, comment peut-on aider le système immunitaire en cas de besoin? Donc, cette première séquence va s'intéresser uniquement aux micro-organismes, al-kainat al-mijhariya. Comme vous le savez, dans la nature, il y a une grande diversité des êtres vivants et on peut les diviser en deux. Il y a les êtres vivants qui sont visibles à l'œil nu, même si, par exemple une fourmi, même s'il est petite, mais il est quand même visible à l'œil nu. Et il y a d'autres êtres vivants qui ne sont visibles qu'au microscope, donc on les appelle les micro-organismes. Donc si on s'intéresse aux êtres vivants qui sont visibles, comme les animaux par exemple, on peut les classifier selon plusieurs critères, comme on a vu en première année. Mollusques par exemple, les arthropodes comme les insectes, les poissons, les amphibiens comme les grenouilles, les reptiles comme les serpents, les crocodiles, les oiseaux et les mammifères. Donc la même chose pour les micro-organismes, on va essayer de voir les types de ces microbes ou ces micro-organismes. On va voir ensemble les principaux types de microbes. Le premier type, les protozoaires, les hayonat al-awwaliya. Parmi ces protozoaires, la paramécie, comme on l'a déjà vu en première année, donc c'est un être vivant unicellulaire qui vit dans les eaux stagnantes et qui peut se multiplier par division cellulaire. L'autre exemple, c'est l'amibe. Les amibes sont des êtres vivants unicellulaires également. Ils ont la particularité de pouvoir déformer leur membrane cytoplasmique pour donner des faux pattes qu'on appelle des pseudopodes pour se déplacer. Troisième exemple, c'est un protozoaire qu'on appelle Plasmodium falciparum. Ce protozoaire est responsable du paludisme ou la malaria. C'est une maladie très connue dans certains pays d'Afrique. Et ce Plasmodium falciparum est transporté par des moustiques et quand il pique une personne, il passe dans sa circulation sanguine pour attaquer les cellules de foie ou les globules rouges. Et comme traitement qu'on donne à cette maladie contre la malaria, c'est une molécule qu'on appelle la chloroquine. Et cette molécule qu'on entend souvent dans les médias actuellement parce qu'il y a des groupes de chercheurs qui disent ou qui montrent que la chloroquine peut également traiter la maladie du Covid-19. Donc en résumé, ces espèces ou ces protozoaires ont la particularité d'avoir un noyau
bien définis, donc un vrai noyau parce qu'ils ont un noyau avec une membrane. D'accord? Donc, en résumé, les protozoaires sont des micro-organismes unicellulaires, donc ils sont formés d'une seule cellule, et qui possèdent un vrai noyau et se multiplient par division cellulaire. Ils se divisent comme la paramécie ici. L'autre type de micro-organismes, les bactéries, les bactériètes. Donc, si on observe les bactéries, donc ils sont formés d'une seule cellule. Ils ont la particularité de voir, en plus de leur membrane plasmique, une paroi épaisse autour. Et ils ont une autre particularité, c'est qu'ils n'ont pas un vrai noyau, donc leur noyau est dépourvu de membrane nucléique. Donc, les bactéries, on distingue deux formes, soit une forme allongée, donc en bâtonnet, on dit qu'ils ont une forme en bâtonnet, ou on les appelle bacilles, et si la bactérie a une forme sphérique, on parle de coque. D'accord? Donc, en résumé, les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires, une seule cellule, formés d'une seule cellule, qui ont un faux noyau, parce qu'ils n'ont pas de membrane nucléique, et une paroi épaisse. On distingue deux formes de bactéries, bacilles, s'ils sont allongés, s'ils sont en bâtonnet, ou coques, s'ils sont sphériques, Ils se multiplient par division cellulaire, pareil comme les protozoaires. Passons maintenant à l'autre type de micro-organismes, les champignons microscopiques, Alfitriyat al-Mijhariya. Comme vous le connaissez, il y a des champignons assez grands pour être visibles à l'œil nu. Nous, on va s'intéresser uniquement aux champignons microscopiques comme celles qu'on trouve dans les levures qu'on utilise pour préparer du pain. Donc, quand on les observe au microscope, ils sont formés d'une seule cellule et ces cellules, peuvent se multiplier par bourgeonnement, donc la cellule mère donne des bourgeons et ce bourgeon grandit et se détache de la cellule mère pour donner une cellule indépendante. L'autre exemple sont les moisissures des fruits et du pain. Donc, à la maison, on voit souvent se développer une couche grise à la surface des oranges en particulier ou du pain. Donc, cette couche de filaments, il est formé de moisissures. Donc, c'est un type de champignon microscopique. Et quand on les observe au microscope, ils sont formés de petits filaments et qui donnent des spores. Et ces spores se dispersent dans l'air. Et quand ils tombent sur un morceau de pain, par exemple, aux fruits, ils se développent pour donner cette couche qui se développe à la surface des fruits et du pain. Donc, en résumé, les champignons peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires, se nourrissent par l'absorption des molécules organiques directement dans le milieu et se multiplient par sporulation, donc c'est par les spores, sporulation, ou par bourgeonnement comme les levures. Dernier type de micro-organismes qu'on va voir, les virus, al-Hummat. Si on parle du virus de Covid-19, quand il entre à travers les voies respiratoires, donc le masalik tanfousia, il peut arriver à l'intérieur des alvéoles pulmonaires, il peut entrer à l'intérieur des cellules qui forment la membrane interne, le ghisha al-dakhili, de ces alvéoles pulmonaires. Comme schématisé ici, donc le virus, il entre à l'intérieur de la cellule. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas la capacité de se diviser tout seul ou de se multiplier tout seul. Donc, les virus n'ont pas la capacité de se multiplier par eux-mêmes. الحمات أو les virusات ليست لهم القدرة على التكاثر لوحدها. Il faut qu'il entre à l'intérieur d'une cellule vivante pour il va utiliser la machinerie, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cellule, pour produire d'autres virus qui vont tuer cette cellule à l'intérieur de laquelle il se développe ou il se multiplie le virus, on l'appelle la cellule hôte, et à la fin il meurt, donc il va mourir, cette cellule va mourir, et il va libérer plusieurs virus qui vont attaquer d'autres cellules qui se trouvent à côté, et ce qui détruit les tissus des poumons.
Donc, en résumé, les virus sont les plus petits des micro-organismes. Donc, on voit la taille des virus, elle est très petite par rapport à la taille des cellules ou des bactéries ou des protozoaires. Donc, ils ne peuvent pas se multiplier par eux-mêmes. Donc, ils doivent parasiter ou entrer à l'intérieur d'une cellule pour se multiplier à l'intérieur. Cette cellule à l'intérieur de laquelle ils se divisent ou ils se multiplient, on l'appelle cellule hôte. On va voir maintenant les catégories des microbes ou les catégories des micro-organismes. Donc, on peut utiliser les micro-organismes, par exemple, dans la production du pain. Des levures qu'on utilise, ce sont des champignons microscopiques unicellulaires, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ces champignons microscopiques, ils utilisent la matière organique, l'amidon par exemple, qui se trouve dans la farine, pour fermenter, faire un processus qu'on appelle la fermentation, et ils produisent du gaz de dioxyde de carbone, de CO2. Ce gaz, il s'accumule à l'intérieur, il gonfle, il participe au gonflement de la pâte. Et ce qui explique, quand on coupe par exemple le pain, on trouve des alvéoles à l'intérieur. Ces alvéoles étaient occupées par le gaz carbonique produit par ces champignons microscopiques qu'on trouve dans la levure. On peut aussi utiliser les micro-organismes dans la production du yaourt. Par exemple, si on veut transformer du lait en yaourt, donc on doit lui ajouter des ferments. Ces ferments, khama'ir, ces ferments, contiennent des bactéries lactiques, qu'on appelle des bactéries lactiques, et qui vont transformer ce mélange, ils vont transformer le lait en yaourt. Si on le laisse dans une yaourtière, c'est pour garder la température à 30 degrés par exemple, et après quelques heures, on a du yaourt. C'est pourquoi, par exemple, parfois, quand on veut préparer du yaourt à la maison, si on n'a pas ces ferments industriels, donc on peut utiliser du yaourt qui contient déjà ces bactéries lactiques qu'on mélange avec du lait et qu'on garde dans une température moyenne de 30 degrés, et on va avoir du yaourt. Certains micro-organismes sont utilisés pour produire des antibiotiques. Par exemple, Alexander Fleming, un biologiste britannique, a isolé une matière produite par un champignon microscopique qu'on appelle Penicillium, et cette matière qu'il a nommée pénicilline est utilisée comme antibiotique parce qu'il détruit ou bloque la croissance des bactéries. Après avoir vu les micro-organismes qu'on utilise dans différents domaines, maintenant on va donner des exemples des micro-organismes qui causent des maladies. Par exemple, on a des maladies causées par des virus, comme par exemple le sida, causé par le virus VIH. Il y a des maladies qui sont causées par des bactéries, comme la tuberculose, par exemple, le tétanos, la diphtérie, on va les voir après. Il y a des maladies causées par des protozoaires, comme la malaria, la leishmania. Il y a des maladies qui sont dues à des champignons microscopiques, comme la candidose, causée par un champignon microscopique qu'on appelle levure candida. Donc, d'après ce qu'on a vu, les micro-organismes, on peut les diviser en deux catégories. Il y a des micro-organismes qui sont utiles, on les utilise dans notre vie quotidienne, pour préparer par exemple du pain, pour préparer des antibiotiques, par exemple pour faire du yaourt. Il y a même des micro-organismes qui sont utiles, qui vivent dans nos intestins. Il y a des micro-organismes pathogènes qui causent des maladies plus ou moins graves. On va étudier maintenant les caractéristiques des microbes pathogènes. On va commencer par l'activité numéro 1. Donc, un milieu de culture non renouvelable qui contient 100 bactéries par millilitre est mis à 30 degrés pendant 15 heures. Un milieu de culture, c'est un milieu qui contient tous les éléments nécessaires pour la multiplication des bactéries. Et non renouvelable, ça veut dire qu'on ne va pas ajouter des nutriments à ce milieu. Donc, durant cette expérience, depuis le début de cette expérience jusqu'à la 15e heure, donc on va schématiser
la variation du nombre de bactéries en millions par millilitre en fonction du temps. Donc on va obtenir une courbe. La première question. Déterminer le nombre de bactéries dans le milieu de culture après 10 heures. Deuxième question. Décrire ce qui se passe pendant la période M entre 5 heures et 10 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette période? Donc, je vous demande de répondre à ces deux questions sur vos cahiers d'exercice et je vais passer à la correction juste après 5 secondes. Vous avez le compte à rebours ici, l'ad tanazuli. Donc, vous arrêtez la vidéo. Bien, donc j'espère que vous avez bien répondu à ces deux questions. On va passer maintenant à la correction. Donc, la première question nous demande de déterminer le nombre de bactéries dans le milieu de culture après 10 heures. Pour cela, donc on va aller sur le point correspondant à la 10e heure sur l'axe des abscisses et on va tracer une droite orthogonale et à l'intersection avec la courbe, on va tracer encore une droite orthogonale sur la première et on peut lire le nombre de bactéries qui va se trouver dans le milieu de culture à la 10e heure. Donc qui est 1500 millions de bactéries par millilitre. On va passer maintenant à la deuxième question. Décrire ce qui se passe pendant la période M entre 5 heures et 10 heures d'incubation. Donc la période M, c'est la période comprise entre 5 heures et 10 heures d'incubation. On remarque que durant cette période, les bactéries commencent à se diviser et leur nombre devient de plus en plus grand dans le milieu, puisqu'ils trouvent dans le milieu les nutriments et tous les éléments nécessaires à leur multiplication. Donc, on peut donner comme réponse à la question numéro 2, durant la période de M, entre 5 heures et 10 heures, on remarque une augmentation très rapide du nombre des bactéries dans le milieu de culture. Donc, en résumé de cette activité numéro 1, on a mis en évidence que certains micro-organismes ont la capacité de se multiplier très rapidement s'ils trouvent dans le milieu les éléments nécessaires à leur multiplication. Passons maintenant à l'activité numéro 2. Le tétanos est une maladie causée par une infection par la bacille tétanique. Bacille, donc, c'est une bactérie de forme allongée en bâtonnet. Cette maladie atteint le système nerveux et provoque des contractures musculaires douloureuses qui peuvent causer la mort. On va présenter maintenant quelques expériences. Donc on va prendre un milieu de culture qui contient les bacilles tétaniques et on va laisser ce milieu quelques heures. Après, on va avoir un très grand nombre de bacilles tétaniques dans ce milieu. Après, on va faire une filtration de ce milieu de culture qui contient les bacilles tétaniques pour éliminer ces bactéries. Donc, on va avoir juste le liquide qu'on va garder à côté et qui est un filtrat du milieu de culture. Donc, il est dépourvu, donc il n'y a aucune bactérie dans ce filtre. Juste le liquide du milieu de culture. À côté, on va avoir un tube à essai qui contient le milieu de culture stérile. On va faire des expériences maintenant sur des souris. Donc la souris 1, on va lui injecter 2 cm3 de ce milieu de culture qui contient les bactéries de bacilles tétaniques. Le résultat, la souris 1 meurt. Deuxième souris, ou la souris 2, on va lui injecter 2 cm3 du filtrat qui ne contient pas de bactéries. Et le résultat, la souris 2 meurt par tétanos. Troisième souris, on va lui injecter 2 cm3 de milieu de culture stérile. Le résultat,
la souris 3 reste vivante. Donc, je vais vous demander de répondre à quelques questions. Donc, la première question, qu'est-ce que vous pouvez en déduire des expériences sur S1 et S2? Sur la souris S1 et S2. Deuxième question, qu'appelle-t-on l'expérience sur la souris 3? Quelle est son utilité? La troisième question, comment la bactérie Bacille tétanique provoque-t-elle la maladie du tétanos? Donc, je vous demande aussi d'arrêter la vidéo, de répondre aux questions sur vos cahiers d'exercice et on va se voir après 5 secondes. Donc, j'espère que vous avez bien répondu à ces questions. Donc, on va essayer de répondre à la question numéro 1. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire des expériences sur S1 et S2? Donc, on va rappeler que la souris S1, on lui a injecté un liquide ou un milieu de culture qui contient les bacilles tétaniques. La souris S2, on lui a injecté un milieu de culture filtré, donc qui ne contient pas de bactéries. Et les deux souris sont mortes du tétanos. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, puisque la souris 2 est morte du tétanos, même si on ne lui a pas injecté des bactéries de bacilles tétaniques, donc cela nous laisse dire que les bacilles tétaniques ont la capacité de produire dans le milieu de culture où ils se multiplient une substance toxique et cette substance toxique qui provoque le tétanos. Donc on peut écrire comme réponse à la première question, la souris S1 meurt du tétanos après injection du milieu de culture qui contient les bacilles tétaniques. S2 meurt du tétanos même si on lui a injecté un milieu de culture des bacilles tétaniques filtrés, donc qui ne contient pas des bactéries. Donc on peut déduire que la maladie du tétanos est due à une substance toxique produite par les bacilles tétaniques. On va passer maintenant à la deuxième question. Qu'appelle-t-on l'expérience sur la souris 3 et quelle est son utilité? On va rappeler que la souris 3, on lui a injecté un milieu de culture stérile et elle a resté vivante. Donc cette expérience, c'est une expérience témoin qui prouve que ce n'est pas l'injection du liquide du milieu de culture qui provoque la mort, mais c'est bien la substance toxique sécrétée ou produite par les bactéries, les bacilles tétaniques qui provoquent la mort des souris par atteinte de la maladie des tétanos. Donc on peut écrire comme réponse à la deuxième question, l'expérience sur la souris S3 est une expérience témoin. Son utilité est de prouver que l'injection du milieu de culture stérile ne provoque pas la mort de la souris et donc s'assurer que c'est la substance toxique produite par les bacilles tétaniques qui est responsable de la mort des souris S1 et S2. Passons maintenant à la dernière question. Comment la bactérie Bacille tétanique provoque-t-elle la maladie du tétanos? Donc, comme on l'a déjà vu, donc la bacille tétanique produit une substance toxique dans le milieu où il vit et cette substance qu'on va appeler toxine, c'est elle qui provoque la maladie du tétanos. Donc, et ce n'est pas la bactérie elle-même. Donc, comme réponse à la question numéro 3, on peut écrire la bactérie Bacille tétanique produit une substance toxique qu'on appelle toxine qui paralyse les muscles. Donc, en résumé de cette deuxième activité, on a prouvé que certains micro-organismes pathogènes ont la capacité de produire des substances toxiques qu'on appelle toxines.
Activité numéro 3. Pneumocoque est une bactérie sphérique qui provoque une pneumonie qui est une inflammation des poumons. Il existe deux souches sous la latine de pneumocoque. La souche S qui possède une capside et la souche R qui ne possède pas de capside. On va présenter quelques expériences. Donc, la souche S qui possède une capside, on l'injecte à une souris S1 et elle est atteinte de cette pneumonie et il meurt. La souris S2, on lui injecte la souche R qui ne possède pas de capside et elle reste vivante. Donc, je vous demande de répondre à ces deux questions. La première, qu'est-ce que vous pouvez en déduire des expériences sur la souris 1 et la souris 2? Quelle est la particularité des pneumocoques pathogènes, la souche S? Donc, je vais vous donner 5 secondes pour arrêter la vidéo et répondre à ces deux questions et on va se voir juste après. On passe maintenant à la correction. Donc la première question, qu'est-ce que vous pouvez en déduire des expériences sur la souris 1 et la souris 2? On va rappeler que la souris S1, on lui a injecté la souche S de pneumocoque qui contient ou qui possède une capside. La souris 2, on lui a injecté la souche R de pneumocoque qui ne possède pas de capside. Le résultat, la souris S1 meurt, la souris 2 reste vivante. Donc cela prouve que la souche S est une bactérie pathogène qui cause une pneumonie mortelle. La souche R, qui ne possède pas de capside, est une bactérie qui n'est pas pathogène, donc qui ne cause pas de pneumonie, et la souris reste vivante. Donc, comme réponse qu'on peut donner à cette première question, la souche S provoque la mort de la souris S1 et la souche R ne provoque pas la mort de la souris S2, donc la souche S de pneumocoque est pathogène. Passons maintenant à la question numéro 2. Quelle est la particularité des pneumocoques pathogènes, la souche S? Donc, comme vous pouvez le remarquer, la souche S possède une capside qu'on ne trouve pas chez les bactéries de la souche R. Donc, cette capside, c'est elle qui augmente le degré de virulence de cette souche S. On va voir dans la suite du chapitre comment cette capside pose problème à notre système immunitaire. Donc, on peut répondre à la question numéro 2. La souche S possède une capside qui la rend pathogène. Et on peut déduire de cette activité numéro 3 que certains micro-organismes pathogènes ont une capside qui augmente leur degré de virulence. Activité numéro 4. Je vous propose de lire ce texte scientifique sur la maladie de la grippe et répondre à ces 3 questions. La première, à quel type de micro-organisme appartient celui responsable de la maladie de la grippe? Deuxième question, quelles sont les personnes les plus fragiles face à la grippe? Troisième et dernière question, pourquoi le vaccin contre la grippe change d'une année à une autre? Donc je vous demande d'arrêter la vidéo, de revenir sur le texte, le bien lire et de répondre à ces 3 questions. Et je vais passer à la correction après 5 secondes. Passons maintenant à la correction. Donc la première question nous demande de déterminer le type de micro-organisme qui est responsable de la maladie de la grippe. Deuxième question, déterminer les personnes qui sont fragiles face à la grippe. Troisième question, pourquoi le vaccin contre la grippe change d'une année à une autre? Donc, la maladie de la grippe
est causé et provoqué par un virus. Donc on parle de virus responsable de la grippe. On ne dit pas bactérie de la grippe. Non. Donc la grippe est due à un virus. Deuxième question, les personnes qui sont fragiles face à la grippe sont les personnes âgées et celles présentant des facteurs de risque particuliers, comme ceux qui ont des maladies respiratoires, cardiovasculaires ou l'hypertension par exemple. Troisième question, pourquoi le vaccin Tlqih, ou Liqah, donc pourquoi le vaccin contre la grippe change d'une année à une autre? Parce que tout simplement, le virus qui est responsable de cette maladie, il change sa forme, il évolue rapidement, donc les laboratoires doivent trouver un nouveau vaccin pour cette maladie. Donc vous avez les réponses ici, vous pouvez les lire. Et en résumé, à partir de cette activité numéro 4, on peut déduire que certains micro-organismes pathogènes ont le pouvoir de se transformer rapidement. Donc ils changent leur forme très rapidement. Maintenant que vous commencez à découvrir le monde des micro-organismes, je vais vous donner des informations à ajouter à vos connaissances. Il faut savoir que les micro-organismes changent leur comportement selon la température du milieu. C'est pourquoi, quand on veut conserver des aliments pendant une longue durée, on les met au congélateur à moins 18 degrés. À cette température, tous les micro-organismes s'arrêtent de multiplier, même s'ils restent vivants. Si on veut conserver les aliments pendant quelques jours, on les met au réfrigérateur. À 4 degrés, les micro-organismes se développent lentement. Donc, ils ne se multiplient pas d'une façon rapide. Entre 10 degrés et 60 degrés, les micro-organismes se développent plus ou moins vite. Et vous remarquez ici la température de notre corps, 37 degrés, qui est très convenable à la multiplication des micro-organismes. Je vais vous expliquer maintenant deux méthodes de conservation des aliments, la pasteurisation et la stérilisation. Pour cela, je vous donne l'exemple du lait qu'on consomme très souvent et qu'on voit écrit sur la boîte, lait pasteurisé. Pourquoi? Tout simplement parce que le lait à l'intérieur est traité par une méthode inventée par M. Louis Pasteur, qui est un scientifique du 19e siècle. Cette méthode qui est la pasteurisation, elle consiste à chauffer le lait à 70 degrés pendant 2 minutes, puis on le fait refroidir très rapidement. Donc cela donne que le lait ne contient pas beaucoup de germes, donc c'est pourquoi il faut le conserver à 4 degrés, donc à la température des réfrigérateurs, pour que les bactéries qui restent dans le lait ne se multiplient pas rapidement, à condition de consommer ce lait pasteurisé au maximum dans moins 3 jours. L'autre boîte du lait qu'on voit souvent, c'est la boîte sur laquelle on trouve écrit UHT. Pourquoi? Parce que le lait de ces boîtes a été traité à une ultra haute température. Donc le lait de ces boîtes a passé dans une température avoisinante de 120 degrés pendant quelques secondes. Donc tous les micro-organismes ont été détruits. Donc le lait devient stérilisé. Donc on peut le conserver 6 mois à température ambiante. Donc pas la peine de le mettre au réfrigérateur. Mais si on ouvre la boîte, il y a des micro-organismes qui se trouvent dans l'air qui peut tomber dans le lait. Il devient comme, si on veut dire, comme un lait pasteurisé. Donc il faut le mettre à 4 degrés au réfrigérateur et le consommer dans 3 jours maximum. Autre méthode de conservation des aliments, le séchage et l'ajout du sel. Tout simplement parce que les micro-organismes ont besoin de l'eau pour se multiplier. C'est pourquoi les fruits secs, par exemple, se conservent mieux pendant une longue. On va parler maintenant de la stérilisation des boîtes de conserve.
Donc, les aliments qu'on trouve dans les boîtes de conserve ont été stérilisés dans des autoclaves. Ce sont des fours où on met ces boîtes fermées et on les chauffe à une température très élevée pour tuer tous les micro-organismes qui se trouvent à l'intérieur. C'est pourquoi on peut conserver ces aliments pendant une longue durée. Mais il faut toujours faire attention, si à la date de péremption, s'il est dépassé, on ne doit pas manger ou consommer ces boîtes, ou si ces boîtes sont gonflées, ou s'ils sont déformés. Donc, mes chers élèves, comme je vous l'avais promis au début de cette vidéo, je vais vous présenter maintenant ce que vous devez écrire sur vos cahiers de cours. Je vous rappelle que vous pouvez arrêter la vidéo sur chaque diapositive pour prendre le temps qu'il vous sera suffisant pour écrire. Donc, vous commencez par le titre du chapitre numéro 3, Immunologie. L'introduction, les questions, les micro-organismes aux microbes, la définition des micro-organismes, type des micro-organismes, protozoaires, bactéries, champignons microscopiques et virus, catégorie des micro-organismes, les microbes utiles, les microbes pathogènes, caractéristiques des micro-organismes pathogènes, la multiplication rapide, production des toxines, transformation rapide, capside. Nous avons arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez eu des difficultés à comprendre, donc je vous invite à voir la vidéo en version arabe. إذا كانت هناك مشاكل في فهم ما تم شرحه في هذا الفيديو، إذا يمكنكم مشاهدة نفس المقطع المرتبط بالكائنات المجهرية الذي سأقدمه باللغة العربية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.